Utilisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste Milieu avec un visage que vous connaissez désormais, Lucas Marchand. Salut Lucas, comment vas-tu ? Hello, ça va et toi ? En pleine forme, en pleine forme. Quel plaisir de te retrouver. Deuxième épisode de l'émission L'Info de l'écho. Vous le savez, ça, c'est le rendez-vous maintenant économique sur Juste Milieu. Il y a des sujets qu'on traite pas souvent, mais maintenant c'est fait. Grâce à toi, on papote, on discute, on apprend, on découvre, on réfléchit. Ça, c'est que du plaisir. D'emblée, je préfère vous le dire tout de suite, si vous voulez suivre les analyses, les réflexions, les conseils de Lucas, il y a sa liste, vous connaissez les investisseurs. Le lien en haut de la description, si vous voulez. C'est que du plaisir. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de chats à fouetter, comme on dirait dans le milieu de l'animalerie. On va rebondir sur certains sujets de la semaine il y a 15 jours. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. C'est le but du jeu. Qu'est-ce que tu as de beau à nous dire aujourd'hui ? Alors, plein de choses. La première chose, c'est que la dernière fois qu'on s'est vu, en fait, c'était notre première émission ensemble. Je suis arrivé un peu les mains dans les poches, sans trop savoir à quoi m'attendre, pour que les gens aient vraiment une idée de comment je suis arrivé sur ton émission. Parce que j'avais pas vraiment vu d'épisode ou quoi. On se connaît, on s'apprécie. Il nous est arrivé de travailler ensemble. Donc, tu m'as dit, viens faire une émission. J'ai dit, d'accord, on fait une émission. C'est comme ça que je suis venu. J'avais à peu près une idée de quel était ton public, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a une certaine proximité, ça devrait bien se passer. Donc, je suis arrivé sans me douter de rien. Et puis, j'étais assez surpris de voir comment les gens réagissaient dans les commentaires, parfois très très fort. Alors, tu m'as expliqué qu'il y a aussi quand même une grande partie des gens qui a apprécié la vidéo. Moi, je suis super content, tant mieux. Par contre, j'ai vraiment été surpris par certaines interprétations, certaines choses que les gens disaient dans les commentaires qui me paraissaient soit étranges, soit extrêmes, radicales, soit qui correspondaient pas du tout à ce que j'avais l'impression d'avoir dit, tout simplement. On est des grognons sur Juste Milieu. Comme beaucoup. Et ça recoupe, on va en parler aujourd'hui, ça recoupe ce que j'expliquais sur la politique la dernière fois. Pourquoi je n'aime pas beaucoup la politique, je vais clarifier ça aujourd'hui. C'est ce côté émotionnel, ce côté idéologique, et ce côté religieux. Je crois que tu en as parlé dans une vidéo. Moi, j'ai senti ça très fort en lisant certains commentaires, et je me rends compte que c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça quand il te regarde, mais il y a toujours un aspect comme ça que moi j'essaie d'éviter, et ça crée peut-être une tension entre certaines personnes qui nous regardent, qui sont parfois en colère ou qui ont des convictions très fortes sur comment les choses doivent être, notamment politiquement. Il y a beaucoup de tensions dans l'environnement politique, en particulier français, plus qu'en Suisse, ça j'en suis bien conscient. Et je comprends que les gens réagissent d'une manière assez vive à ce que je peux dire, mais on va essayer de voir pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi moi j'ai les points de vue que j'ai, et je prétends pas avoir la science infuse. Ça, c'est le premier truc que j'aimerais dire, c'est que je sais pas comment tu m'avais présenté en amont de cette émission. Je suis pas du tout économiste, hein. En toute modestie, j'avais dit que tu étais un dieu de l'économie, de qui nous conseillait sur exactement comment devenir milliardaire en 2 heures. Voilà, alors ça, je fais, oui. J'aide les gens à s'enrichir. Non, mais je suis pas économiste, je n'ai pas de formation en économie. Je suis éditeur financier. Donc, je travaille avec beaucoup de gens qui travaillent en particulier dans le monde de l'investissement. Un petit peu dans le monde de l'économie, de la macroéconomie. Je m'intéresse évidemment beaucoup à ce domaine, mais je crois que quand je suis ici avec toi et qu'on discute de ça, les gens doivent garder à l'esprit que ce n'est pas un économiste qui vient leur apporter son expertise. C'est plutôt un spectateur averti, intéressé, avec toutes les faiblesses que ça implique. Je voyais que dans les commentaires, les gens essayaient de me comparer à certains économistes de grand niveau, en fait. Et effectivement, jamais je me prétendrais leur arriver à la cheville en termes d'économie. Et ça, c'est vraiment important pour les gens de comprendre, parce que je me positionnerais plutôt comme toi, observateur de l'économie, et c'est un peu difficile pour moi d'arriver justement comme ton invité, puisque du coup, ça me positionne un petit peu comme expert. Mais je crois que là, il y a vraiment une distance à mettre, et peut-être que dans cette émission, plus tard, ça sera bien, effectivement, comme le demandaient les gens, de faire venir des économistes. Alors j'espère d'horizons variés. Ce que j'ai remarqué, c'est que il y avait une grande unicité idéologique. Je pèse mes mots sur le terme idéologique dans les économistes qui étaient invités, des économistes très engagés politiquement, et pas fort, d'ailleurs, desquels je me sens relativement proche en plus. Charles Gave, alors Charles Gave, on pourra en parler un petit peu. Moi, c'est un gars que j'admire depuis
très longtemps. Et comme je dis, je m'estime pas lui arriver à la cheville. En revanche, voilà, je peux avoir certaines réserves sur ses engagements politiques. Qu'est-ce que ça implique sur les analyses qu'il fait? Est-ce qu'on a tous des biais? Et je pense que probablement que lui en a aussi. Et j'étais surpris que les gens semblent m'opposer à Charles Gave, alors que je me suis toujours senti comme un admirateur de Charles Gave, et puis comme relativement proche idéologiquement, justement. Je pense que Charles Gave, il a quand même écrit un livre qui s'appelle « Un libéral nommé Jésus ». Il y a libéral dedans, faut pas oublier ça. Et puis il a un discours très précis sur la manière dont l'économie devrait fonctionner, plutôt de façon relativement libre. Il a un discours sur l'Europe, alors qu'il est beaucoup plus offensif, et avec lequel je suis pas fondamentalement opposé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, peut-être que je le dis d'une manière un petit peu plus diplomatique. Alors, les gens ont souligné aussi que je m'exprimais comme un Suisse, mais je pense que tous les Suisses ne sont pas comme moi. Il faut pas penser ça. Les problématiques dont on parle là, elles existent de la même manière en Suisse, de façon peut-être un peu atténuée, mais il y a une aile souverainiste de droite qui, certes, on n'est pas dans l'Union européenne, mais on a des accords avec l'Union européenne, et qui, eux, sont contre ces accords. Donc ça c'est quelque chose qui existe aussi, et les critiques que Charles Gave peut avoir face à certains traités, ça peut aussi s'appliquer, c'est en fait des problématiques qui s'appliquent aussi en Suisse, donc je comprends ça. Sur ma qualification sur la politique, là aussi il y a un peu un malentendu. Quand je dis que je ne fais pas de politique, c'est que je ne vote pas, je ne suis pas engagé dans un parti politique, je n'ai pas de préférence pour un parti. J'ai évidemment naturellement un biais plutôt à droite, je pense, depuis toujours, très libéral. Mais ça ne veut pas dire que je me permettrai d'aller voter à droite. Ça, c'est quelque chose de très philosophique. C'est pas de la politique, c'est de la philosophie. Je pense qu'il y a toujours mieux à faire que de s'engager en politique. Et il y a toujours mieux à faire que d'aller voter. Si vous allez, là c'est provoquant ce que je vais dire. On m'a dit que j'étais un journaliste de BFM TV aussi. Alors je vais dire un truc qu'on vous dit pas sur BFM TV. Vous avez toujours mieux à faire que d'aller voter, parce que si vous passez le temps perdu à aller mettre votre enveloppe dans l'urne, à essayer de convaincre quelqu'un de voter différemment, ou plusieurs personnes sur YouTube par exemple, vous avez eu beaucoup plus d'impact. Et en fait, voilà, je dis pas que vous devez tous penser comme moi. Je vous explique juste pourquoi j'ai dit ça. Et voilà, c'est le fruit d'un cheminement intellectuel long, avec beaucoup de réflexions justement sur la politique. Donc j'ai un master en sciences politiques. Je suis passionné par la politique. Et cette passion, elle m'a mené à un positionnement aujourd'hui très libéral, mais relativement apolitique, ou en tout cas pas inscrit dans le spectre gauche-droite qu'on peut trouver un peu partout en Occident. Ouais, et puis en plus, ce que tu dis, on l'avait observé dans la dernière période électorale en France, période d'élection présidentielle, où les médias ont appliqué exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'était plus les incitations à aller voter. On disait plus aux gens, surtout, aller voter pour faire barrage à l'extrême droite. On avait compris que ça changeait rien, c'est ce que tu soulignes, et qu'en fait, il y avait toute une sorte de guerre politique, de propagande, en fait, osons les mots, qui était diffusée sur les antennes, où on expliquait pourquoi le Front National, c'était quasiment Hitler, enfin, le Rassemblement National, c'était quasiment Hitler. Et ils appliquent exactement ce que tu dis, c'est que, en fait, aller voter, finalement, le vote additionné à quelques autres ne change rien. C'est ce combat culturel à gagner pour faire comprendre qu'en gros, c'était Macron ou Hitler, ce que certains médias ont quasiment pas hésité à franchir le Rubicon. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, quoi. Ça, ouais, ça fait longtemps. Je pense qu'effectivement, il y a cet énorme clivage qui existe. Moi, j'observe ça depuis toujours quasiment. Je pense que c'était une erreur gigantesque de dire que l'extrême droite, même si je suis pas d'accord sur plein de trucs avec eux, était un parti tellement extrême qu'il était inaudible et inacceptable. Et ça, aujourd'hui, je crois que ça a créé un mouvement de balancier qui a poussé beaucoup de gens vers des partis comme ça, qui a fait beaucoup de publicité, qui a créé de la polarisation, où aujourd'hui, on se retrouve avec ce que tu es en train de me dire, où il y a un tel niveau, il y a une partie des gens qui ont confiance dans le système politique, et il y a une partie des gens qui sont qui se sentent complètement rejetés et spoliés par ce même système. Et ça, je pense que on pourra en parler peut-être aussi un peu plus tard. C'est un truc qui est hyper dangereux et qui est sous-estimé pour le coup par les deux côtés les plus extrêmes de l'échiquier politique, parce que le grand perdant en fait de cette histoire-là, et ça se passe aussi fortement, en fait, ça se passe avec de l'avance aux États-Unis, qui est très polarisé. Et en fait, le prix de ça,
c'est que le risque est celui de ne plus croire en la démocratie, même si je suis pas un grand fan de la démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en attendant, on dit toujours c'est le moins pire des systèmes, et surtout quand un système politique, à fortiori une démocratie, est menacé, les conséquences derrière peuvent être dramatiques et beaucoup plus dramatiques que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Par exemple, sur l'Union européenne avec les prix de l'électricité, l'inflation, enfin, ça c'est rien du tout. Ce qui ne veut pas dire que je pense que ça ne doit pas arriver ou que ça ne va pas arriver, mais faut juste être conscient de ça et que probablement la meilleure manière d'avancer sur le programme politique de n'importe qui, que ce soit à droite ou à gauche, c'est plutôt d'arriver à des consensus ou à convaincre les autres de vos idées plus ou moins extrêmes ou plus ou moins centristes pour que les choses avancent. Et ce que j'ai remarqué un petit peu dans les commentaires que les gens donnaient, c'était qu'ils disaient en gros que le système politique avait été hacké et que c'était impossible de faire passer leurs idées. Et à partir du moment où vous pensez ça, effectivement, on en revient d'ailleurs à ce que je disais à la dernière vidéo, si trop de monde pense ça, ben un jour vous avez des révoltes de type révolution, avec violence, voilà, on sait ce que ça implique. On s'est peut-être un peu écarté des sujets que je voulais donner. C'est la ligne sur Juste Milieu, vous le savez, de toute façon, bien sûr qu'on a des avis divergents, des avis qu'on n'est pas habitué à entendre ailleurs, et on est là pour ça, parce que sinon on va sur BFM TV, effectivement, on veut des avis lisses qui vont toujours dans le même sens, c'est le but du jeu. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, effectivement, les sujets sont explosifs, mais on se respecte, on est détendu, voilà, c'est le plus important. C'est ce que j'espère. Mais bien sûr que oui, non mais ça suffit. Et du coup, sur le fil aussi de ce que tu voulais nous dire pour revenir dans les rails. Alors, et donc tout ça fait que, pourquoi moi je travaille dans la finance? Parce qu'en fait, le financier, l'investisseur, il cherche pas à dire qui a raison politiquement, qui a la moralité, qui est dans le camp du bien, qui est dans le camp du mal. Il cherche juste à comprendre ce qui se passe parce que son but, c'est juste d'investir au bon endroit, au bon moment pour gagner de l'argent. Je pense que c'est pour ça que j'ai fini dans le domaine où je suis, parce que je suis généralement maintenant mis relativement mal à l'aise quand j'ai une discussion politique avec quelqu'un, parce que très vite, je trouve qu'on se heurte à des limitations idéologiques qui font que la discussion n'est pas possible. Et ça, c'est grave pour la démocratie, comme je l'ai dit. Mais c'est aussi un truc avec lequel j'ai plus envie aujourd'hui de perdre de temps. Donc, je comprends qu'en venant ici, je vais être obligé de sortir un peu de ma zone de confort. Et donc, d'accord, ceux qui disaient c'est une contradiction de ne pas parler de politique si on veut parler d'économie ont raison. Donc, on va aussi aller sur ce terrain-là. Simplement en gardant à l'esprit que voilà, j'ai peut-être une vision un petit peu plus nuancée, ou je veux pas dire que les autres sont moins nuancés que moi, plutôt j'ai une vision peut-être un peu plus centriste, paradoxalement, que certains qui pourraient nous écouter, nous regarder. Donc, ce que je fais pour essayer d'apporter mes idées ici, c'est que j'écoute tout le monde. Et je pense que ça, c'est un truc qui est hyper important. C'est au bon endroit. Ouais. Mais en revanche, dans ton public, dans les gens qui nous regardent, et là encore, je vais peut-être me mettre des gens à dos, quand ils demandent « je veux écouter tel économiste », en fait, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et ils sont tous sur la même ligne. Alors, on peut présager que les gens qui disent ça ont analysé en profondeur l'économie, ils sont très très intelligents et ont passé beaucoup de temps à réfléchir à ça, et donc ils sont arrivés à la conclusion que c'est les seuls économistes qui sont qualifiés. Peut-être. Moi, je passe beaucoup de temps à m'intéresser à ça. Je trouve que c'est très compliqué, que c'est pas facile de savoir où est la vérité. Et donc, je pense que chacun, en fait, a intérêt à écouter ce qui se dit. J'allais dire à droite et à gauche, mais ouais, de partout. Chez les Keynésiens, chez les Autrichiens, j'allais dire les Australiens. C'est une nouvelle école. Voilà, une nouvelle école, je vais la créer bientôt. Et donc, enfin, ça, je pense que c'est vraiment capital, et que moi, je serais hyper content qu'un jour on ait Charles Gave qui vienne discuter ici, ou de le voir avec toi simplement. Mais je trouverais effectivement dommage que le discours soit unilatéral, parce qu'en fait, ça existe déjà sur plein d'autres chaînes. Charles Gave, il a sa chaîne, il travaille déjà avec d'autres personnes qui sont notamment Grand Angle, qui sont très intéressés à l'économie. En fait, je trouvais un petit peu étonnant de voir que les gens réclamaient quelque chose qui est déjà fourni en abondance, et puis que quand quelqu'un arrive avec une idée, même pas, enfin, je suis pas, il y en a un qui m'a dit, je suis Sandrine Rousseau.
Mais j'ai rien à voir avec Sandrine ça, Rousseau. on peut pas. Ça, je veto, désolé. Non, mais objectivement, ça n'a rien à voir. Elle me considérerait probablement, si on discutait, comme son pire ennemi. Je suis un capitaliste, c'est horrible, oui, en quoi. plus, si t'as déjà mangé un steak, c'est foutu. Ah non, mais puis en plus, je suis un expert, donc ça se passerait mal. Donc voilà, il y a un peu, je pense, un espèce de juste milieu à trouver Il est fort. dans le discours. On a le droit d'avoir ses opinions, aussi extrêmes qu'elles soient, mais je pense qu'on n'a pas le droit de remplacer la réflexion par le fait de camper sur des positions. Et moi, en fait, j'ai jamais de position complètement fixe. Mon avis change très souvent. Je considère que justement, j'y connais pas grand-chose. Et je suis un observateur. Et il y a un livre qui s'appelle The Scout Mindset. C'est un livre qui explique comment se mettre dans un état d'esprit qui est celui de toujours être comme un explorateur qui recherche la vérité pour être capable, en fait, de changer d'avis très rapidement sans être attaché émotionnellement à vos opinions. Si quand vous lisez l'opinion de quelqu'un ou quand vous voyez que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous sentez une boule dans votre estomac puis vous commencez à être en colère, c'est probablement que vous êtes trop investi émotionnellement, en fait, dans ce que vous êtes en train de penser ou d'avoir comme position. On va peut-être arrêter là, sur ce sujet-là. Je vais juste finir en disant, sur les économistes maintenant, les économistes, ça aussi les gens, ils n'ont pas beaucoup aimé que je dise que l'économie était un domaine plein d'incertitudes. Mais en fait, voilà, je travaille dans l'investissement, donc je sais comment l'analyse, c'est un peu comme la météo, hein, finalement. La plupart en fait, tous les analystes ont des opinions qui construisent sur des hypothèses, et tous les analystes de tous les camps se trompent régulièrement. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas qualifiés. Ça veut juste dire que l'exercice de l'économie et de la finance implique cette incertitude-là. C'est pour ça que je dis que c'est une science molle. Les économistes qui ont été cités, qui sont très appréciés par les gens qui nous regardent, ils se trompent tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est normal. Ouais. Peut-être que sur le fond, ils ont raison. On dit en finance, en investissement, que on peut avoir raison sur le fond, mais perdre quand même de l'argent. C'est-à-dire que l'économie, elle évolue, elle se déplace, comme la météo un petit peu. C'est que vous pouvez avoir peut-être la direction à peu près dans laquelle ça va, mais quand est-ce qu'il va pleuvoir, à quel moment, dans quelle région? Ouais, il n'y a jamais 100% d'incertitude. Ce qui permet de déminer un peu justement les tricheurs ou les charlatans qui débarqueraient, que ce soit aussi bien en économie qu'en finance, et qui diraient, voilà, à 100%, on est sûr qu'il va se passer ça en vérité. C'est ça. On peut s'en approcher beaucoup, mais ça veut pas dire que c'est des charlatans. Il y a aussi, simplement, vous pouvez avoir un économiste qui est très engagé politiquement. Et c'est là que je mettrais le petit bémol. C'est que Charles Gave, je sais qu'il est engagé politiquement, il a pris position à la dernière campagne, et tant mieux pour lui, et peut-être qu'il a raison. Mais par contre, moi, quand je l'écoute maintenant, je me dis toujours, Charles Gave, je sais qu'il a une sensibilité à certains mouvements, et peut-être que ça peut impacter son analyse. Et d'ailleurs, j'ai été voir du coup ce qu'il disait récemment, en me disant, mais est-ce que je suis si éloigné que ça de lui? Mais du coup, sur cette question-là, pareil, en amateur complet, est-ce qu'il n'y a pas quand même toujours une couleur politique pour chaque économiste? Alors, dans les prémices, effectivement, c'est Marx ou Adam Smith, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des économistes, par exemple, qui arrivent à se détacher de ce contexte-là, où il y a quand même toujours un peu une couleur politique plus ou moins marquée? Alors, je pense qu'il y a toujours une couleur plus ou moins marquée, mais c'est pas forcément parce que les économistes cherchent à être de tel ou tel camp ou à défendre tel ou tel camp. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt les gens qui sont engagés en politique qui vont chercher les économistes qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Keynes, c'est un bon exemple parce qu'il est très, très, très disputé en fait politiquement. Il est plutôt apprécié à gauche, très critiqué à droite. Lui-même probablement serait parfois déçu de la manière dont on utilise ce qu'il dit et de la manière dont c'est interprété à gauche comme à droite. Et je pense qu'il faut un peu le voir comme ça. C'est que voilà, les économistes font ce qu'ils peuvent, se trompent souvent, c'est normal, ont des biais comme tout le monde, et on accepte simplement ça, et on cherche la vérité en regardant qui peut être le plus convaincant, et en se disant qu'il existe des zones grises, et que c'est OK de dire qu'on ne sait pas tout, en fait. Tout à l'heure, je voulais encore on parlait de Charles Gave, justement, et ce qui était intéressant dans l'analyse que j'ai faite de ce qu'il dit, c'est que, premièrement, je suis souvent très d'accord avec ce qu'il dit, mais deuxièmement, il y a plusieurs niveaux de discours, en fait, dans ce qu'il dit.
j'ai remarqué que il a une chaîne un petit peu grand public sur laquelle ce qui est dit n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il va dire chez Gafcal, qui est son entreprise dans laquelle ils font du conseil aux investisseurs. Et il faut aussi avoir cette nuance-là en tête. T'as un exemple, par exemple, en tête de propos où il peut nuancer un peu plus Mais par exemple, sur son site internet, l'Institut des Libertés, je crois que c'est, il fait une prédiction à 12 mois, je crois. Je l'ai pas exactement en tête, mais en gros, il dit, voilà, dans 12 mois, de toute façon, l'Europe viendra se mettre à la table des négociations avec la Russie pour récupérer du gaz. Et c'est un discours qui est pas du tout présent dans son entreprise plus entre guillemets professionnelle, dans lequel on porte pas ce genre de discours, en tout cas pas avec autant de conviction et avec pas cette même notion d'inévitabilité. Et en fait, il faut garder aussi à l'esprit que et c'est ok en fait, c'est normal parce que vous exprimez différemment suivant le format, le public que vous avez, etc. Et puis peut-être qu'il a aussi plus de liberté pour dire vraiment ce qu'il pense sur son site que à ses clients ou je ne sais quoi. Donc je pense que c'est important vraiment de garder cette idée que on peut pas juste aller sur YouTube, trouver les économistes ou les analystes qui sont d'accord avec nous, et puis dire, ok, l'économie c'est comme ça. Et puis d'ailleurs, j'ai vu un économiste qui m'a dit ça. Je pense que voilà, c'est un peu mon message aujourd'hui. Et je pense qu'on peut arrêter là sur ce sujet-là parce que on a fait le tour. Le point encore qui pourra peut-être me permettre de faire la transition avec ce qu'on va dire après, plutôt sur l'actualité économique, c'est ce qui s'appelle le doom porn. Doom porn, c'est un mot qui est à la mode en ce moment. Donc c'est le porno de la catastrophe. Et c'est un terme qui est utilisé maintenant par les analystes, les commentateurs économiques, etc., qui expliquent qu'il existe une industrie dont le but est de miser sur la catastrophe pour créer du clic, créer de l'engagement, peut-être convaincre. Et puis, moi, je le sais mieux que personne parce que je suis éditeur financier. Je sais très bien que si je viens ici et que je prédis la catastrophe et que tu mets dans ton titre Lucas Marchand prédit la catastrophe, coupure d'électricité dans 12 mois, tu vas faire beaucoup plus de vues. Et en fait, il faut garder à l'esprit qu'on peut tous être aussi forts moralement qu'on veut. On va avoir toujours une incitation plus ou moins discrète à se dire bon, si je veux me faire entendre après tout, peut-être qu'il faut que je sois un petit peu plus radical, même si c'est pas tout à fait vrai. Au moins, si les gens comprennent la moitié de ce que sont d'accord avec la moitié de ce que je prédis, ils vont déjà partir dans la bonne direction. Donc ça, je mettrai encore un petit point d'attention là-dessus, c'est que vous pouvez être assez vite embarqué dans des logiques où vous voyez toujours les mêmes analystes catastrophistes, parce que aussi les algorithmes vont vous montrer que ça, et puis vous allez vous retrouver enfermé en fait dans une bulle dans laquelle vous allez plus pouvoir réfléchir en ayant tout le spectre de ce qui se dit. Hors mode panique, quoi, qui est le mode dans lequel on vit d'ailleurs depuis même bientôt 3 ans. Alors pas moi, justement, je pense que c'est ça qui a choqué un petit peu les gens. Mais alors je suis un gars très tranquille, j'ai mes biais aussi, je suis pas en train de dire qu'ils sont pires que moi, je suis juste en train de dire que voilà, quel est mon point de vue, pourquoi je réfléchis comme je réfléchis, et peut-être que dans 12 mois on va avoir une catastrophe, comme Charles Le Gave le dit, c'est très possible, bien sûr, mais je pense qu'il vaut mieux réfléchir en termes de probabilité. Et en finance, les gens qui mettent de l'argent sur des phénomènes, ils réfléchissent toujours en termes de probabilité. C'est pour ça que vous avez... Et quand on a du skin in the game, quand on a de l'argent sur la table, tout à coup, on est plus en ligne avec ce qu'on pense vraiment. Et en fait, il n'y a aucun investisseur qui met tout sur un seul truc. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que l'économie fonctionne comme ça en réalité. Et les gens, au fond, le savent. Parce qu'ils vont jamais prendre un risque comme ça. Mais cette logique de doom porn, comme t'expliques, je connaissais pas cette découverte absolue. C'est vrai qu'au mot, je dis tiens, il y a un truc qui... Ça fait envie, hein. Ah ouais, c'est que du plaisir. Et est-ce qu'on observe sur les marchés une tendance justement à aller dans ce sens-là? À ce que, par exemple, les entreprises fassent des mouvements pour créer un peu ce mode panique, de dire, oula, attention. Est-ce que les marchés s'accordent avec ça ou pas nécessairement? Et effectivement, ils sont plus calmes que le discours. Non. Alors, on dit que les marchés, ils escaladent le mur de l'incertitude. Parce qu'en fait, on
on a souvent un biais pessimiste. Et on se dit, on essaie d'être prudent en fait, et c'est tout à fait sain. Et donc les marchés, ils sont très sensibles à tout ce qui se passe quand on a des phénomènes économiques comme on les vit comme on les vit aujourd'hui, j'allais dire, mais comme on les vit tout le temps. En fait, vous avez jamais des moments où tous les économistes vous disent, les gars, c'est le moment d'investir là, les conditions sont parfaites. Ça n'existe pas. Et donc vous savez qu'il y a des moments où il faut investir, mais qu'on vous le dira pas. Et par définition, si c'était pas le cas, en fait, ce serait très facile d'investir. Il suffirait d'attendre que Olivier Delamarche, Charles Gave ou Piketty ou je ne sais qui vous disent les gars, faut y aller. Et puis on y va et puis on gagne. Donc les marchés, en fait, ils fonctionnent par euphorie et par excès de pessimisme. Ils fonctionnent beaucoup dans l'excès. Ça, c'est vraiment important aussi à comprendre. Si des gens qui nous regardent investissent ou ont envie d'investir, c'est que c'est quelque chose aussi de très émotionnel. Et il faut pas croire que les pros n'ont pas de biais, n'ont pas d'émotions. Bien sûr qu'ils en ont, et leur manière d'affronter ça, c'est d'avoir des systèmes, des procédures d'investissement systématisées pour enlever la réflexion et l'émotion. Et comme ça, ils mettent un petit peu de mathématiques là-dedans, un petit peu de probabilité là-dedans, et puis ça leur évite en fait, au moment où ils paniquent ou au moment où ils disent ah je vais gagner le gros lot, faut que je mette plus. Voilà, ils ont des règles très précises pour éviter ce genre d'excès en fait. D'accord. Et justement, on peut peut-être passer la transition et tout trouver sur la deuxième partie de l'émission, un peu le point marché. Voilà. Alors là, apparemment, il y a deux grosses actus. Il y a deux grosses actus que tu nous as préparées sur les marchés, et c'est l'inflation. Apparemment, là, c'est le gros thème du moment. On va passer à 800%. C'est quoi cette affaire? Alors l'inflation, ça va nous poursuivre encore très longtemps. C'est des phénomènes. Ça aussi, c'est un truc qui m'a paru vraiment ressortir dans les commentaires, puis aussi dans les discussions qu'on avait. On dit ah Bruno Le Maire, il a pas dit, ça fait des mois qu'il nous dit le pic. Puis moi, je suis allé un petit peu dans son sens. Les gens m'ont sauté au cou. Ah, c'est pas possible. Mais je suis pas en train de défendre particulièrement l'un ou l'autre. Je vous le redis. Mon point en fait, c'est que l'économie, enfin plutôt la finance, ça prend du temps. Et en fait, bien sûr, on voit les gros titres avec les marchés qui font en haut, en bas, le Bitcoin qui monte, qui descend d'une semaine à l'autre. Mais par contre, les phénomènes économiques de chômage, d'inflation, de récession, etc., tout ça, ça prend des mois, voire des années. Et c'est que en les observant avec cette loupe du temps long, qu'on peut vraiment bien les comprendre. Donc, dire le pic c'est maintenant, le pic c'est hier, le pic c'est machin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a eu des chiffres de l'inflation US, américaine, qui ont été un peu pires que prévu, et ça a fait décrocher en fait les marchés. Et donc, on a eu une chute de plus de 5% même, je crois, sur le Nasdaq, ce qui est vrai. Je crois que en tout cas, ça faisait des mois, je ne sais plus exactement à quelle date, ça faisait des mois que le Nasdaq n'avait pas baissé d'autant aussi vite. Alors qu'en fait, ce chiffre, il nous dit pas si l'inflation va partir à la hausse demain ou si elle va continuer à baisser comme elle semble être en train de le faire. Il nous dit juste que, enfin, c'est tout dans la nuance. Mais cette nuance-là, elle a suffi à convaincre les gens que ce problème de l'inflation était persistant, suffisamment persistant pour que la Banque centrale américaine continue ses politiques de hausse des taux et que donc ça impacte les marchés. Je vous la fais hyper simple, mais en gros, c'est ça l'actu de la semaine, vraiment. Ouais. Et ça, c'est en fait... cette histoire d'inflation, elle se vit différemment. Je vous fais là ce qui se passe aux États-Unis, mais elle se vit différemment en Europe. D'accord. En Europe, on a une situation qui est pire que celle des États-Unis, en tout cas à mon avis. Je pense qu'aux États-Unis, quand on décortique un petit peu les chiffres, on voit qu'il y a vraiment des signes positifs qui ne prédisent pas à 100% ce qui va se passer, mais qui disent que ça semble plutôt aller dans la bonne direction. Il reste surtout les loyers qui sont en train de créer ce pic ce niveau d'inflation, mais il y a beaucoup de matières premières, le pétrole même est descendu, qui font que ça semble en tout cas se calmer. Alors qu'en Europe, on vient d'avoir ce problème sur le gaz. Donc vous avez peut-être parlé sur la chaîne, je ne sais pas si je dois redonner ce contexte-là. Tu peux rapidos. Le fait que c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, on a des politiques énergétiques qui, je pense, ont été mauvaises en Europe. On a une coupure du gaz russe qui fait
qu'on a eu une augmentation très rapide du prix de l'électricité, puisque le gaz participe à la fabrication de l'électricité. Et donc, coupure volontaire en plus, de l'Union européenne qui voulait ne plus dépendre des Russes, alors qu'aujourd'hui le discours. Alors c'est les Russes qui ont coupé le robinet, mais en représailles de sanctions européennes. Voilà. Donc je m'avance là, mais je crois que si les Russes avaient continué à nous envoyer du gaz, on l'aurait pris. Parce qu'en fait, c'est un jeu politique. Ouais. Les Russes disent on peut pas, on doit bloquer le robinet, là il est cassé. Et puis les Européens disent c'est pas vrai. Enfin, c'est des enfants qui s'amusent avec des tanks et des missiles. Voilà. Mais en gros, c'est une guerre économique qui est en train de se jouer. On a eu cette discussion-là. Moi, je pense que c'est pas c'est pas encore en tout cas une véritable guerre entre l'Europe et la Russie, mais c'est une guerre économique, ce qui est une première étape. Et donc tout ça, ça a fait que maintenant, les prix de l'électricité ont été très tendus en Europe, et puis on a eu un emballement, on a eu une courbe, une hausse de quasiment x10 de l'électricité en très peu de temps, un truc vraiment... et ça, c'était le risque d'une crise systémique qui était là. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir les gros acteurs de l'industrie de l'énergie faire faillite. Et donc créer un truc un peu à la 2008, comme ça s'est passé avec les banques. D'accord. Sauf que maintenant, les gouvernements sont beaucoup plus prompts et rapides pour injecter de la liquidité. Alors tout le monde va sauter de sa chaise. Je dirais que s'il y a un moment pour injecter de la liquidité, c'est quand même là, parce que là, on sauve un peu les meubles. Le problème de la dette, il vient de bien avant, d'avoir des politiques monétaires et fiscales, en fait, simplement de dépenser plein d'argent au niveau du gouvernement et de créer une énorme dette. Ça, c'est un autre problème dont on pourra parler une autre fois. Dans ce cas-là, si on laissait tout ça s'effondrer, je pense que personne n'aurait été content avec ce qui se serait passé. Donc les gouvernements sont arrivés, en fait, ils ont apporté de la liquidité en garantie pour les acteurs de l'industrie énergétique. C'est un peu compliqué, je vous le fais hyper simple moi-même, j'ai pas encore tout compris, mais en gros, la manière dont est organisé le marché de l'électricité a fait que tout à coup, ça a déréglé le marché. On a vu les prix partir en x10 et il a fallu calmer les marchés avec cette injection de liquidité en garantie pour garantir des contrats en fait pour faire rebaisser les prix. Alors on est toujours sur des prix très hauts, vous pourrez montrer le graphique si jamais vous avez envie on est monté, enfin j'ai plus les chiffres en tête mais en gros c'est assez colossal. On a fait un pic qui ressemble un petit peu à la courbe du Bitcoin autour de 1000 je crois. Et maintenant, on est plutôt autour de 200. Donc, on n'est pas monté. J'ai le chiffre là, pardon. Je vous dis des bêtises. Disons, il est là. Donc, on est monté. Ouais, tu peux. Donc, 1000, je dis n'importe quoi. On était à 350 et là, on est redescendu autour de 200. Okay. Et donc, c'est pour quelle valeur ça? Ça, c'est le prix de l'électricité en Europe. Et donc, ça veut dire qu'on est toujours très haut parce que tu peux le voir sur le graphique. On a quand même fait x4, x5 depuis les prix entre guillemets normaux. Mais on n'est plus à du x10, ce qui veut dire qu'en fait, on a eu un moment de panique qui a été maintenant en partie résorbé, et maintenant on va continuer l'histoire. Mais vraisemblablement, quand on a un moment de panique comme ça, c'est comme un moment d'euphorie. Ouais. C'est difficile de revenir sur ces prix-là. Donc, faut se dire maintenant que ça peut monter, ça peut descendre, mais qu'on est plutôt dans un moment d'apaisement dans lequel on va voir des choses un petit peu plus rationnelles, que ce soit à la hausse ou à la baisse. D'accord. Et donc, on peut pas se dire que demain, on va revoir un pic comme ça. Ces pics, ils viennent dans des moments d'extrême tension. Et voilà, maintenant, tous les pays européens, en fait, sont en train d'essayer de jouer les pompiers pour calmer cette affaire-là. Mais ça veut dire qu'en fait, l'Europe a de nouveau dû mobiliser du capital pour sauver cette situation-là en urgence, alors qu'ils ont aussi besoin de capital pour d'autres choses, qu'ils ont des pays qui sont très endettés, qu'ils ont des économies qui sont historiquement sous-performantes, en particulier si on la compare aux États-Unis. Alors, on pourra un jour discuter des raisons, beaucoup vous diront c'est l'Europe, probablement. Charles Gave, encore une fois, que j'admire beaucoup. C'est dit, vous l'avez entendu. Je l'admire. Il donnait un très bon point sur son site récemment en disant que des pays comme l'Italie sont effectivement, on en avait parlé, très handicapés par ce prix de l'euro. Et donc, on a cette tension maintenant en Europe. En plus, on a cette guerre qui est en train de se dessiner.
Ce qui veut dire que on a l'euro qui va avoir une forte pression parce que l'Europe n'a pas une bonne économie, a des risques géopolitiques, a une mauvaise stratégie énergétique, et tout simplement, et comparativement aux autres pays, surtout les grosses économies, pas attrayant. Et ça, encore une fois, les gens pensaient que je défendais l'Europe, et pas du tout. Moi, j'ai jamais justement investi en Europe, jamais. Enfin, j'ai fait des 1% par-ci par-là de ce que j'investis, mais vraiment 1%, parce que je pense qu'il y a un problème de fond. Je pense pas qu'il est lié uniquement à l'Union européenne, il est lié en particulier aux dettes, et je pense que même si on n'avait pas l'Union européenne, les gouvernements, ils ne gèrent pas leur politique budgétaire de façon responsable, je pense. Oui, ce serait pas le paradis pour autant, effectivement. Ça, c'est clairement... En fait, ce que moi je me dis, c'est que les politiques qui sont appliquées au niveau européen, aujourd'hui, probablement qu'elles seraient appliquées au niveau national si cette espèce de machin n'existait pas. Donc, la vraie solution pour moi, ce serait que les États aient des autorités qui soient plus raisonnables sur le plan fiscal et qui arrêtent de jeter l'argent par les fenêtres. Moi, je le vois comme ça. Je considère que beaucoup d'argent qui est investi, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Et que si vous endettez un pays, vous avez intérêt que l'argent qui est utilisé à ce moment-là, donc les ressources physiques, donc la main-d'œuvre, les gens, que ce qu'ils font, ça soit rentable. Sinon, en fait, vous êtes juste en train de creuser un trou. Donc, les infrastructures, les choses comme ça, c'est un peu le débat qu'il y a. Peut-être que parfois, ça vaut la peine. Mais peut-être qu'un jour, tu peux inviter quelqu'un, ou qu'on pourra inviter quelqu'un qui pourra nous lister toutes les dépenses qui ont été faites par la France ou d'autres pays et qui s'avèrent aujourd'hui catastrophiques. Et donc, on est maintenant dans cette situation-là où je défendais pas l'Europe. On est d'accord en fait sur le fond qu'il y a un problème sur cet euro maintenant, sur l'économie européenne en général, que l'euro va probablement continuer à descendre tant que la situation n'est pas résolue, et il n'y a pas de raison de voir qu'elle se résolve. Par contre, ce contre quoi j'ai mis de la nuance, c'est sur le fait que ça veut dire que l'euro va s'effondrer. Et que l'Union européenne va exploser. C'est là que j'ai dit, c'est du wishful thinking. Et en fait, je suis ailleurs, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que dans les 12 mois, l'euro est vraiment menacé? Pas vraiment. Et en fait, moi je pense que les sorties de l'euro, elles sont claires. Il faudrait qu'effectivement il y ait des élections, et que ces élections, elles mettent au pouvoir des États qui veulent vraiment sortir de tout ça, et c'est possible. Après, voilà, certains disaient aussi dans les commentaires, non, mais de toute façon, on n'a aucun candidat pour qui voter. C'est toujours c'est le serpent qui en réfléchissant comme ça, c'est compliqué. Moi, ce que je dirais, c'est que si les Anglais ont pu le faire, malgré le fait qu'ils n'avaient pas l'euro, on peut encore se dire que les démocraties sont suffisamment rodées pour que, si vraiment il y a un mouvement, ça reste du domaine du possible. Donc ça, ce serait une possibilité de sortie. L'autre possibilité, c'est que tout à coup, la tension économique qu'il y a sur des pays comme l'Italie fasse que on se retrouve dans des crises de dette qui mettent les États dans des positions tellement difficiles que on a des sorties, mais là plutôt violentes, enfin plutôt brutales, ce qu'on a craint pour la Grèce à une époque. Si ça arrive, alors ça fait encore plus mal, mais ce serait une voie de sortie de l'euro, mais qui ferait simplement que il y aurait de nouvelles monnaies et que ça résout pas en fait la problématique de l'économie italienne par exemple, qui pourrait commencer à dévaluer massivement. Mais la dévaluation, ça n'a pas que des avantages, donc voilà. Après, on peut spéculer beaucoup de choses. Donc la situation, c'est ça, c'est qu'on est dans cette situation tendue, mais en fait ça peut durer des dizaines d'années, parce que on n'est pas sûr de la capacité de l'Union européenne aujourd'hui, parce que c'est le principal acteur qui gère ça maintenant, à gérer les dettes des différents membres. Et par contre, il y a quand même pas mal de raisons de penser qu'ils vont pendant longtemps trouver des manières de jouer les pompiers en Italie, en Grèce, avant qu'il se passe quelque chose. Alors,
justement, là, maintenant, en France, je pense que ça va pas bouger avant les prochaines élections, en tout cas. Alors, c'est toi l'expert, peut-être, sur ce point-là. Mais moi, j'ai l'impression que maintenant, il y a une direction qui est prise pour plusieurs années. Il y a des élections en Italie, là, il peut se passer des trucs. Ouais, on a eu la Suède, là, récemment, voilà. La droite et l'extrême droite. Mais ça veut non plus pas dire qu'on sort de l'Europe tout de suite. Voilà, Et donc voilà, on a maintenant cette situation difficile en Europe. On va sûrement avoir une grosse récession parce qu'en fait, ce prix d'électricité, ça va évidemment faire que les entreprises et les particuliers vont être mis en difficulté. Donc, raison de plus de penser que ça va mal en Europe, mieux aux États-Unis. Et donc, voilà, donc oui, le paysage n'est pas beau en Europe. Après, c'est pas une raison pour tirer des conclusions trop hâtives. Voilà, quand j'avais regardé ce dont parlait Charles Gave, il avait des prédictions là à 12 mois dont on a parlé. Mais il y avait aussi un moment où il disait, j'ai trouvé que c'était très juste, il disait l'Union soviétique, c'était 70 ans et 20 millions de morts pour disparaître. Pour moi, il y a une contradiction entre dire ça et ensuite dire que l'euro et l'Union européenne va exploser. Parce que on parlait des fermiers hollandais, mais les fermiers hollandais, il y a eu des coups de feu. Entre ça et 20 millions de morts, enfin, il y a encore... Et en plus, j'ajoute, et là, encore une fois, je sais que les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que le gouvernement tel qu'il est à Bruxelles, il est solide. Et en fait, la preuve en est que même quand les gens semblent faire un vote parce qu'ils veulent pas la Constitution, on arrive à passer par la porte arrière sans que les gens se révoltent. Donc, faut pas me dire que c'est un gouvernement qui est fragile. Oui, enfin, moi, je le vois comme ça. Ils font passer énormément de choses. On critique sans cesse pour des faits de plus en plus graves. Récemment, c'était les SMS de Ursula von der Leyen, mais finalement, rien ne bouge. Effectivement, t'as cette stabilité qui est effrayante, mais qui est réelle et qu'il faut... Exact. Et je pense qu'il faut avoir cette vision du temps long en se disant que voilà, ces phénomènes économiques, ils prennent du temps. Peut-être que la politique européenne et la politique des États, je répète, est irresponsable, mais les conséquences, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont se réaliser pleinement. Et peut-être même ce sera jamais, ou par des moyens dont on n'a pas idée encore aujourd'hui, parce que voilà, le monde est plein d'incertitudes et on ne sait pas comment ça va se résoudre. Donc je pense qu'on peut arrêter là sur la question de l'Europe et de l'euro, en se disant que oui, ça va baisser, mais que on a beaucoup d'incertitudes là-dedans, que là, effectivement, il y a une grande dimension politique. Sans transition, on va passer du côté des crypto-monnaies pour finir cet épisode aujourd'hui. On est le 15 septembre 2022, au moment où on s'enregistre. Il se passe beaucoup de choses du côté des cryptos. Merde, je parle je sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire. Je comprends rien à ça, moi. Mais ça, c'est important de comprendre, je pense. C'est un événement qui est historique vraiment dans l'histoire des crypto-monnaies. Il y a 2 grandes crypto-monnaies qui existent et qui sont vraiment les références du marché qui, à elles seules, tirent tout le marché, voire même représente le marché dans son entier. C'est le Bitcoin, ça tout le monde a entendu parler en général. Le Bitcoin, c'est un peu l'or numérique, on présente ça comme une valeur refuge. Et puis on a à côté un truc qui s'appelle Ethereum. Et Ethereum, c'est comme le Bitcoin, mais en plus, vous avez la capacité de développer des applications informatiques grâce à Ethereum dans la blockchain. Je vais essayer de rester relativement simple, mais en gros, ça veut dire que vous pouvez faire des contrats qui s'exécutent automatiquement entre des gens, des entreprises, des choses comme ça. Et ça, comme ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de transactions et d'espoir, je dirais, dans cette technologie d'Ethereum, des smart contracts, parce que ça ouvre des possibilités vraiment quasiment infinies qui font qu'il est possible qu'un jour Ethereum devienne plus important que le Bitcoin au niveau de son utilisation, mais aussi au niveau de sa valorisation. Ce qui se passe, c'est que ces 2 crypto-monnaies, elles sont gérées ou elles fonctionnent sur la base de ce qu'on appelle la preuve de travail, c'est-à-dire qu'il y a des ordinateurs qui font des calculs pour faire fonctionner cette blockchain. Problème, ces ordinateurs, ils dépensent beaucoup d'énergie. Ce qui est un procès qui est fait au Bitcoin et à Ethereum, notamment par les autorités. Et les tenants du Bitcoin, les experts du Bitcoin se défendent de ça en disant que cette énergie est bien utilisée et que c'est pas un gaspillage. Et là, il y a un premier débat. Ethereum, ils ont déjà fait leur choix. Ils ont dit, nous, on va changer on va
quitter la preuve de travail, on ne veut pas utiliser toute cette énergie, on va faire la preuve d'enjeu, proof of stake. Et donc ça, c'est une autre manière de faire fonctionner la blockchain qui a ses avantages, mais qui a aussi ses désavantages. Beaucoup de tenants du Bitcoin sont très critiques vis-à-vis de ça, mais il faut juste garder à l'esprit que voilà, c'est un choix stratégique. Comme tout choix stratégique, ça se discute. C'est aujourd'hui, alors c'était maintenant il y a 1 heure. Donc c'est arrivé maintenant, c'est un truc qui était attendu depuis des années. Donc les développeurs qui travaillent sur Ethereum, ça fait des années qu'ils travaillent sur ce projet. Donc c'est l'aboutissement, c'est historique réellement. Et puis ça veut dire qu'on a maintenant une très 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 importante crypto-monnaie qui est gérée avec ce système de proof of stake. L'autre chose qui est importante par rapport à ce proof of stake, c'est que maintenant la manière dont les blocs vont être validés, ça va plus être justement avec ces calculs informatiques, ça va être avec des gens qui mettent en gage, si vous voulez bien, leurs Ethereum, leurs jetons Ethereum. Et ça fait que on n'a plus besoin de récompenser autant qu'avant ceux qui faisaient ce qu'on appelle le minage. Et donc, on va avoir une émission de nouveaux jetons Ethereum beaucoup plus petite. La quantité d'énergie utilisée, ça va être moins 99% à peu près, voire plus. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une autre dimension, quoi. Et pour ce qui est de l'émission, là j'ai un peu plus de doutes. Il y a des chiffres comme 90% qui reviennent souvent. Ça dépend de l'activité en fait sur le réseau, c'est pour ça. Et donc on va avoir beaucoup moins d'émissions. Donc en fait, on est en train de rentrer dans un système. On critique souvent les États parce qu'ils impriment beaucoup de monnaie. Mais là, on va rentrer dans un système justement où on va imprimer beaucoup moins de nouveaux Ethereum. Et donc ça, en théorie, ça veut dire que l'Ethereum pourrait prendre beaucoup de valeur dans le futur si son utilisation continue comme elle continue aujourd'hui, voire si elle augmente. Donc là, il y a un vrai pari et un vrai débat que les investisseurs sont en train de prendre, pour ou contre, est-ce que c'est déjà intégré dans les prix ou pas. Il y a une grande discussion là-dessus. Par contre, je pense que pour toute personne qui s'intéresse à la finance, à l'économie, c'est important de savoir qu'il y a eu cette étape aujourd'hui et qu'elle a des impacts qui sont vraiment importants dans l'écosystème de la blockchain et que ça va se réaliser tout ça dans les prochains mois et qu'on va avoir des nouvelles dynamiques qui vont s'enclencher. Et il y a une autre chose encore qui est importante avec ce proof of stake, c'est que maintenant il va y avoir des intérêts ou des rendements qui vont être quand même payés à ceux qui font l'enjeu, qui fournissent en fait leurs Ethers pour valider la blockchain. Donc ils vont recevoir, on va voir, en fait c'est très incertain, mais il va y avoir vous allez placer 1000 € d'Ethereum et vous allez recevoir 1, 2, 3, 4% automatiquement sans risque en dehors de votre exposition au risque à Ethereum, entre guillemets, et du risque technique qu'il peut y avoir, bien sûr. Mais vous allez avoir, voilà, un peu comme des obligations, en fait. Et vous allez commencer à avoir ces revenus qui vont être donnés à ceux qui possèdent des Ethereum et font ce travail du staking. Et donc ça, c'est hyper important aussi, parce que ça veut dire qu'il va y avoir maintenant une référence dans l'univers de la blockchain qui sera ce taux d'intérêt, entre guillemets, qui sera celui d'Ethereum, parce que c'est la blockchain à smart contract la plus importante, et que donc elle va fixer un petit peu les règles du jeu pour les autres en disant, regardez, nous, organiquement, sans émettre plus de jetons, on arrive à payer ça à nos utilisateurs. Et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça a des implications en fait pour tout le reste de l'écosystème. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Affaire à suivre sur ces actualités. Merci beaucoup, Lucas. Avec plaisir. Encore du plaisir, chers amis. Voilà pour ce deuxième épisode. C'était un plaisir de se retrouver, d'être ensemble. Vous le savez, les débats sont vifs, mais on est sur juste milieu. On papote, on fait ça en bonne intelligence toujours. Et puis on parle de tout, on parle d'économie aujourd'hui. On refera le point dans 15 jours. Hein. Yes. Sur tout ça, il y aura de nouvelles actus, il y aura de nouveaux débats. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites justement voilà, ce que vous en pensez, quelles sont vos idées, vos avis. Toujours en souplesse, en délicatesse. Je compte sur vous. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Si vous voulez suivre les avis de Lucas, les conseils, les réflexions d'investissement, que du plaisir, le lien dans la description. Vous connaissez la maison. Sinon, vous pouvez vous abonner. Ça se pratique bien aussi. Il y a les anciennes vidéos qui sont par là. On ne sait pas, ça s'affiche quelque part. Et puis voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Et voilà.